Marc-Léopold Lévy est président de l'école de psychanalyse laïque, membre du cercle freudien, membre de l'APM, à l'APM où il participe tous les ans en une conférence au thème de recherche, membre de la FEP, Fondation européenne pour la psychanalyse. Par ailleurs, Marc a publié notamment beaucoup d'articles que vous connaissez sans doute, et 2 livres, dont Critique de la jouissance comme une, chez Erès en 2003, et en 2018, toujours chez Erès, Éclat de jouissance. Voilà, Marc. Alors, l'argument de ce soir, c'est si tout devient possible, alors s'ensuit inévitablement une perte de libido, une absence de désir de copulation. Si l'on peut par la chirurgie transformer une femme en homme et vice-versa, et si juridiquement la différence homme-femme tend à s'estomper, que deviennent les signifiants homme-femme dans la langue? Et in fine, ne serait-ce pas l'interdit de l'inceste qui est mis à mal? Ça, c'était mon argument. C'est mon argument. Alors, je vais commencer par comme souvent par une petite phrase, une petite blague, que je cite souvent d'ailleurs. C'est dans le Courrier du Cœur. C'est le cas de le dire, puisqu'on est à Saint-Valentin. Il y a une femme qui écrit « Je l'aime, il m'aime, nos parents sont d'accord, que faire ?» Eh bien, on n'est pas loin de cela en ce moment, du que faire. Parce que si tout devient possible, et si juridiquement même la différence homme-femme tend à s'estomper, parce qu'on n'a pas le droit, et si il y a une revendication de la non-différence, et de plus, par exemple, deux choses. J'ai lu dans le Huffington Post que il y avait un homme qui sentait femme, donc était habillé en femme, et qui voulait aller dans la toilette des femmes dans l'université de je sais pas quoi, de l'université américaine, et les femmes ont refusé. Il a dit, mais enfin, je me sens femme. Il a dit, mais nous, on s'en fout, on n'a pas besoin de zizi dans la... Et c'est un sacré problème, parce que, justement, ça tend à porter même sur la différence anatomique homme-femme. Et l'anatomie, ça a quand même une certaine valeur. Même chez Lacan, dans le tableau de la sexuation, on peut être tout ce qu'on veut par rapport à la castration, homme ou femme, société de tous les côtés, etc. Mais il y a bien un tableau homme, et il y a bien un tableau femme. Et le tableau homme, ça parle de la sexualité organique, et le tableau femme aussi. Alors après, on peut se situer comme on veut. Et par rapport à la castration, comme on veut, comme on peut, ça c'est encore... Alors il y a des gens qui disent on a le choix, d'autres pas, etc. Moi je dis c'est un choix forcé. Pour Dolto c'était un choix possible. Moi c'est un choix forcé. J'ai été dans ma jeunesse, il y a très longtemps, pour payer des études prestidigitateur. Je peux vous dire ce que c'est qu'un choix forcé. On donne les cartes à quelqu'un comme ça, il a l'impression de prendre n'importe quelle carte, et on donne celle que nous on veut qu'il prenne. Et c'est à peu près c'est ça un choix forcé. Et donc il y a cette histoire que je vous racontais là, et puis, alors je ne sais pas si c'est un hoax ou pas, parce que maintenant c'est très difficile de savoir, mais en tout cas, j'ai lu
que un homme avait demandé qu'on lui enlève sur l'état civil 15 ans de sa vie, qu'on lui donne 15 ans de moins sur l'état civil. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un hoax ou pas, hein, parce que c'est très difficile à savoir, mais c'était dans un journal bon, crédible. Alors, le problème, ce que je dis moi, c'est qu'effectivement, je vous l'ai annoncé, il y a une perte de libido, et d'ailleurs, ça se voit chez les jeunes, pas les trentenaires, ou je sais pas quoi, les jeunes vraiment, 18 ans, les 20 ans. Eh bien, j'ai l'impression, et les parents, j'en ai pas beaucoup hein, de jeunes de 18 ans en analyse, j'en ai une, mais bon, c'est autre chose. Mais les parents, les grands-parents, eh bien, ils se plaignent que les enfants n'ont pas de désir. Et qu'on ne peut même pas les punir, parce que ça ne sert à rien de leur dire tu ne joueras pas à l'ordinateur, tu feras comme avant. Ça leur est égal. Ils sont vraiment sans désir, et sans désir non plus de profession. Sauf peut-être, parce qu'il y a encore quand même une vague recherche de sens de la vie, quoi qu'il y a une mélancolie généralisée, il y a quand même une recherche de sens de la vie qui est le travail dans le... il manque un mot. Dans les associations qui s'occupent d'étrangers, de trucs, ça a un nom. Dans l'humanitaire, voilà ce que merci. Voilà ce que je cherchais. Ça encore, ça me motive un peu. Mais ce qui prouve qu'ils ont besoin de ça, parce que c'est la seule chose qui leur donne du sens. Il y a une perte de sens. Et il y a aussi, parce que c'est dans mon texte, ça touche le tout possible. Derrière, c'est l'interdit de l'inceste qui est touché. Et l'interdit de l'inceste, c'est la cause du désir. Hein. C'est ce qui fait qu'on est désirant, c'est qu'on a un interdit. Mais alors, comment formuler l'interdit en moderne? Je vais vous le dire, par exemple, tu ne coucheras pas avec ton parent 1. Parce que maintenant, il y a des parents 1 et des parents B, on n'a presque plus le droit de dire... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un interdit d'inceste qui dirait tu ne coucheras pas avec ton parent 2? Vous voyez, ça pose... Bon, ça a l'air drôle comme ça, mais c'est pas drôle du tout, ça pose quand même de sacrés problèmes. Parce que tu ne coucheras pas avec ton parent 2, eh ben, ton inconscient, ça ne veut rien dire. C'est ça le problème, parce que déjà, que dans l'inconscient, alors je dis bien l'inconscient, hein, pas... L'inconscient, c'est quelque chose dont on n'a pas idée qu'on peut que reconstruire. Hein, c'est ce qui motive le premier refoulement. Parce que les gens, ils ont toujours l'impression que l'inconscient... Mais non, l'inconscient, on n'a pas idée. Et la seule façon d'en avoir idée à peu près, c'est comme ça que je dis toujours, on apprend des passions. Et qu'est-ce qu'un psychanalyste apprend des passions? Et à quoi les passions nous servent? Alors, c'est pas un surplus de savoir théorique ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Les passions, je le dis dans d'autres lieux d'ailleurs, les passions, ils nous servent à savoir nos propres traumas. Puisque on est caisse de résonance, hein, on n'est pas un miroir, on n'est pas... Comme psychanalyste, on est caisse de résonance. Et qu'est-ce que les passions vont résonner en nous pour les entendre, pour les comprendre? Il faut savoir en quoi on est un peu touché par la psychose, parce qu'on est tous touchés par la psychose. Comme disait, je crois que c'est Beckett en français, il disait
Oui, c'est Saint-Denis Becquet, je crois qu'il disait ça. On est tous psychotiques, du verbe naître. Hein. On est tous psychotiques, certains le restent. Et donc, on a tous des points de psychose en nous, parce qu'on a tous cette position d'inclus-exclu de la scène primitive. Et ça donne une position d'extérieur d'une scène qui nous a quand même créé. Il y a quelque chose de paranoïde là-dedans. Donc on est tous concernés par la paranoïa, on est tous concernés par l'hystérie, parce que la seule façon, c'est la première névrose. Après, on peut le rester obsessionnel, tout ce qu'on veut, etc. Mais on est d'abord hystérique parce qu'on désire la jouissance de la perturbation. Hein, c'est-à-dire, on jouit de deux choses. Il y a la jouissance mortifère, qui est la jouissance d'être sorti, de vouloir retourner, c'est la jouissance incestueuse, de vouloir retourner de là où on en est sorti. Hein, et surtout quand c'est aidé par la mère, parce que le Talmud dit plus que il y a dans le traité Borakot, je crois, un truc comme ça, plus que la vache veut téter, non, plus que le veau veut téter, pardon, la vache veut allaiter. Et il y a des mères comme ça, le vrai inceste, c'est tu ne ça c'est ce que Lacan, c'est pas de moi, c'est de Lacan là, tu ne réintégreras pas ton produit. C'est ça l'interdit de l'inceste. L'interdit de l'inceste, il est maternel, c'est le pur interdit de ne pas retourner là où on est sorti. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que dans le judaïsme, on n'a pas le droit normalement d'aller en Égypte. C'est pas parce qu'on y a souffert d'esclavage ou je ne sais pas quoi. C'est parce que, d'ailleurs, l'Égypte, ça se dit Mitzraïm en hébreu, et ça veut dire en même temps matrice. Et c'est de là, c'est en s'enfuyant d'Égypte que ce peuple d'esclaves est devenu, que ces esclaves, certains de ces esclaves sont devenus un peuple. Et on ne peut pas retourner normalement en Égypte, quoique personne n'a jamais appliqué cette règle, parce que les Juifs d'Alexandrie, enfin, tout le monde connaissait ça, ça n'a jamais rien empêché d'aller en Égypte, c'est très Tel Aviv, Jérusalem et la capitale de l'Égypte, Alexandrie, où ça fait 600 km à peu près, c'est rien du tout. Mais on ne peut pas retourner d'où on est sorti. Et là, en moderne, je veux dire, c'est quand même, dans le langage moderne, avec les histoires on peut même plus appeler papa, maman, la différence des sexes. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tu ne coucheras pas avec le parent d'eux. Mais pour l'inconscient, c'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Déjà que pour l'inconscient, hein, pas l'inconscient vraiment comme instant psychique. C'est-à-dire c'est quelque chose dont on n'a pas idée. Déjà que la femme n'existe pas dans l'inconscient. Pour l'inconscient, il n'y a que de l'homme et de la mère. Pour l'inconscient, vraiment. L'inconscient, c'est ce qu'on n'a pas idée. Mais ce qu'on peut reconstruire, c'est ça. Dans l'inconscient. Après, il y a. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit la femme n'existe pas, mais évidemment une femme ça existe. Mais dans l'inconscient, il n'y a pas cette notion. Et alors on arrive aussi
quelque chose de très... C'est pour ça que je dis qu'il y a une baisse du désir, mais on arrive à une chose très curieuse, ce tout possible, qui consiste à pouvoir dire je peux faire ce que je veux. Hein, on peut, et les membres des bras bioniques, de tout ce on peut faire, presque tout est possible. Et bien, qu'est-ce qu'il me reste à désirer? Il y a là quelque chose, c'est ce que je vous disais au début, là, même je l'aime que père. Hein, il y a dans l'ambiance actuelle, il y a ça. À la limite, c'est pour ça que je pense qu'il y a tant d'histoires. À la limite, on retrouve je ne sais pas si c'était je dirais même pas du désir, mais une pleine excitation, les hommes, que dans le viol. C'est pour ça qu'il y a tant d'histoires de viol actuellement. On voit des mondes de 14 ans qui... Ben, c'est pas possible. Et je ne parle pas du viol, bon, vous m'excuserez du terme, mais voilà, du viol des émigrés qui considèrent que les Européennes sont bonnes qu'à violer, etc. C'est pas ça du tout que je parle. C'est-à-dire, c'est pas du tout du désir. C'est du viol pour se prouver qu'on a des coronets, qu'on a des couilles quelque part. C'est absolument pas du désir. D'ailleurs, le viol, c'est du désir de pouvoir, ou plus. Hein, parce que c'est marrant, parce que les testicules qui veulent dire témoin, en vrai, comme martyr d'ailleurs en plus, qui veulent dire aussi témoin, eh bien, et c'est les testicules qui sont le symbole du pouvoir, c'est pas le pénis, c'est les testicules. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir d'engendrer. J'ai donc le pouvoir de faire. Et ça, on pourrait dire, c'est la synthèse, c'est la radicalité du pouvoir. C'est le pouvoir engendré. C'est l'action principale. Ce qui est marrant, d'ailleurs, là, je suis en train de le penser maintenant, à la seconde. Je me dis qu'il y a des époques, des civilisations et à un certain moment de là où on descend nous, les gens ne savaient pas de quoi l'enfantement était le résultat. Et ça donnait le pouvoir aux femmes. Et donc ça a participé à la haine des femmes. Parce que le matriarcat a précédé le patriarcat. Et dans ce sens-là, je dirais que le patriarcat, c'est un gain de symbolique. Parce que c'est la fonction du père, c'est d'apporter du symbolique et de la castration. Parce que, comme dirait Dolto, la castration symbolique, mais c'est parce que le père nous introduit au manque, il satisfait, alors le parent, l'autre sexe quand même, il satisfait ma mère et il lui apporte quelque chose que moi je ne peux pas lui apporter.
c'est très vague ce qu'il lui apporte, mais en tout cas, je suis exclu de ce que l'homme apporte à la mère. En général, c'est une perdu. Mais ça peut être même une autre femme à la limite. Quelque chose de la jouissance que je ne peux pas, moi, enfant, apporter. Et c'est en ça que la fonction paternelle, c'est ça la vraie fonction paternelle. La fonction paternelle, c'est ça, c'est d'être le représentant du désirant. Même s'il est l'organe désirable, il est avant tout le représentant du désirant. Et après, bon, il peut devenir, bon. Et là aussi, je continuerai par dire qu'on est dans une drôle d'époque. Avant, on pouvait dire comme ça que le paraître était la politesse de l'être. L'être entre guillemets, parce que qu'est-ce que c'est que je dis bien l'être entre guillemets, mais comme ça. Le paraître était la politesse de l'être. L'habillement, voilà. Bon, l'apparence, le paraître, était ce qu'on devait aux autres. Maintenant, il y a une confusion ou un mélange des deux. Il n'y a plus de différence, il y a beaucoup moins de différence entre l'être et le paraître. Je suis ce que je parais. Je veux devenir ce que je parais. Et ça aussi, ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'en même temps, on a une surestimation de l'individu en tant que lui, mais on a de moins en moins de sujets. Parce que pour être sujet, il faut... on est sujet à la maladie, à tout ça, à la castration, au manque. On est de moins on est manquant, moins on est sujet, dans une certaine façon. Le sujet commence avec la culpabilité. C'est parce que je suis coupable. C'est pour ça que je dis que la masturbation, c'est la masturbation infantile, je l'ai dit, écrit et redit, c'est le premier acte d'autonomie. C'est-à-dire, je me satisfais de mon corps et je ne suis pas à chercher la jouissance de papa-maman ou à chercher à être la jouissance de papa-maman. Même si il y a toujours de ça. On reste toujours, on en décolle. Il y a toujours une tendance à vouloir être la jouissance complaire au père, complaire à la mère, etc. Suivant les gens, voilà. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Les gens ne cherchent plus du tout à complaire à leurs parents, etc. J'entendais une conférence à Espace Analytique avant vous, là, sur la personne qui parlait avant vous, sur l'adolescence. On disait des choses, voilà. Mais pour moi, l'adolescence, à part la modification corporelle, etc., le changement, la bulle, il y a vraiment des choses qui se passent dans le corps, dans le métabolisme corporel, etc. Mais ce qu'on retrouve,
et j'ai l'impression que les gens restent là-dedans, c'est effectivement, après la période de la stance, on se remasture, mais ça ne veut pas tout dire la même chose, surtout pour les garçons, les femmes. Il y a des femmes que la masturbation ne les intéresse pas, parce que la jouissance, elles ont conscience que la jouissance pour elles, la jouissance peut venir que de l'autre. Se masturber si l'autre leur demande, mais elles n'auront pas ça en elles. J'ai plein de patients qui ne se sont jamais masturbés parce que ça leur semble sans intérêt. J'ai jamais vu un homme qui ne se soit jamais masturbé, par exemple, qui m'en ait parlé comme ça. Mais chez les femmes, oui. Et la masturbation, donc, c'est jouir pour soi. Et c'est pour ça qu'elle revient à l'adolescence avec un autre sens. Mais il y a aussi une chose qu'on oublie de dire dans l'adolescence, c'est que se rejoue le non. Parce que pour exister, le non précède le oui. Son non, c'est pas un vrai oui, c'est ne pas dire non. Pour pouvoir dire non à quelque chose, pour pouvoir dire oui à quelque chose, il a fallu pouvoir dire non. Et maintenant, les gens beaucoup de gens en restent là. À l'adolescence, ça se revient. C'est pour ça que les parents, les enfants adolescents, c'est très pénible pour les parents parce qu'ils disent non. Ils disent non pour exister simplement. Hein. On peut leur proposer n'importe quoi, mais ils disent non. C'est la reprise du nom qu'ils avaient à 3 ans. C'est le même nom, mais c'est repris dans un autre sens. Et bien maintenant, les enfants ils disent non à tout. C'est pas un non qui précédera du oui parce qu'il n'y a pas de oui. Il y a un refus de tout. Et une perte de sens, c'est-à-dire que on est. Moi je suis frappé avant. Ces 20 dernières années, on voyait une majorité d'hommes en analyse hystérique. Déjà, Michel Montrellet avait remarqué ça, si je me souviens bien. Parce que ça l'énerve les hommes hystériques en plus. Mais alors que maintenant, c'est plus des hommes hystériques, c'est pour les deux sexes une mélancolie généralisée. Et c'est grave parce que moi, ce que j'appelle la mélancolie, c'est pas je vaux rien. Ça, pour moi, c'est la dépression. Je vaux plus rien. Dans la mélancolie, il peut y avoir ça aussi, quelque part. Mais ce qui prime, c'est la vie ne vaut rien. C'est pas je vaux rien. Je vaux rien, c'est le surmoi qui est un peu trop mégalo là et qui vous rabaisse parce que vous n'êtes pas à la hauteur du surmoi là, hein, de l'idéal du moi, de ce que vous êtes. Voilà. Tandis que maintenant on est dans. C'est la vie qui vaut rien. Et ça explique aussi un peu, mais c'est une explication à mon avis, du terrorisme à la Daesh, etc. C'est-à-dire, si la vie vaut rien, autant que ma mort serve à quelque chose. Hein, comme Marty. C'est une jouissance de la pulsion de mort parce qu'elles sont déliées, justement.
Et la pulsion de mort, quand elle est déliée, c'est les ravages totaux, ou sur l'autre, ou sur soi, ou dans des maladies létales, ou tout ce que vous voulez, ou à prognostic létal. Mais, il y a là, actuellement, ou une mélancolie, ou une libération des pulsions de mort non liées à la pulsion de vie, disjointes de la liaison. C'est la principale liaison pulsionnelle. Après, on peut faire l'oral, tout ce qu'on veut, etc. Mais lier les pulsions de mort à la pulsion de vie, c'est ça qui nous rend vivants. Hein. C'est quand on peut les lier. Si qu'elles sont déliées, c'est indéniablement la pulsion de mort qui remporte. Parce que c'est drôle, parce que la pulsion de vie est très forte aussi. Hein. Je parle de l'instinct de vie même, avant la pulsion, parce que, avant qu'elle soit liée. L'instinct de vie, c'est très fort quand même. D'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait barre au suicide, quand même, quelque part. C'est l'instinct de vie. Et l'instinct de vie, c'est organique, c'est vraiment au sens de Spinoza, persévérer dans l'être. Et persévérer dans l'être, ça peut aller jusqu'à la mort, par exemple. C'est pour ça que j'ai toujours dit que, moi je pense que Lacan pensait aussi d'ailleurs, les institutions psychanalytiques, leur façon justement de pouvoir, je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires en plus, je dis qu'elles sont nécessaires les plus tôt, mais elles sont aussi quelque part un éteignoir de la psychanalyse, parce que justement, pour persévérer dans l'être, eh ben, il faut renoncer à tenir de la psychanalyse complètement. Parce que la psychanalyse, à elle seule, ne peut pas faire lien. Hein? La psychanalyse, c'est quand même la discipline de la singularité. Chaque cas est singulier. Et c'est le problème de la théorie d'ailleurs. Parce que perdre la théorie, eh bien, quelque part, ça réfute le singulier de la psychanalyse. Je ne dis pas que la théorie ne soit pas nécessaire, hein, et je dirais que la théorie est nécessaire pour pouvoir, pas à comprendre le patient, pas à tout ça, mais à soutenir notre propre désir de psychanalyste. C'est à ça qu'elle sert bien plus qu'à entendre le patient, même si effectivement, si on peut se dire Madame Machin, elle est rien comme ça, mais c'est de l'après-coup, et surtout, ça empêche d'entendre, et puis il faut être capable de... Ah ben je la pensais comme ça, mais non, et voilà, il faut être capable, ça varie tout le temps. C'est-à-dire, la théorie, ça nie la singularité totale de la psychanalyse, de chaque cas, pour faire quand même de l'ensemble, de la logique, etc. Et je ne sais pas s'il y a peut-être un logicien qui appelle la logique de la singularité, qui a écrit sur la logique de la singularité, il me semble. Bon, je ne trouve pas le nom là, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à ça en philosophie. Voilà, et je dirais que
ça me fait associer comme ça, la théorie, c'est un peu, et surtout se revendiquer de la théorie, c'est un peu comme se revendiquer du palus. Le palus, je précise ce que c'est parce que en général on oublie. Le palus, c'est le représentant du désirable et du désirant. Ce qui fait que, par exemple, une femme phallique, c'est pas simplement une femme au sein dressé, en cuirasse et en Minerve ou Valkyrie, là, je sais pas quoi. J'ai écrit un texte qui avait un petit peu choqué, mais pas beaucoup quand même. C'était. J'avais pris un titre très choquant, encore au-dessus palus que je le suce. Alors évidemment, ça faisait un peu. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on n'est pas dans un congrès d'érotologie ici. C'était pour montrer que le trou, des femmes, le vagin, le trou, est aussi phallique que le pénis, qui est le représentant organique du phallus, quelque part. Un pénis bandant, c'est la présentification dans la réalité du phallus. Et pourquoi pas le trou féminin? Ben justement, c'est un trou, et comme disait Lacan, représentez-moi un trou sans bord. Parce que le bord de la... Voilà. Et c'est pour ça que ce qui est attirant, c'est le bord du trou. C'est les cheveux, les seins, les machins, etc. On est tous des fétichistes du bord du trou. Quelque part, on pourrait dire. C'est savoir que le trou est aussi phallique que le point, ben, c'est quelque chose que même les psychanalystes, quand ils parlent du phallus, tendent à occulter, tellement c'est fort. Que le phallus, qui est le représentant du désirable et du désirant, et ben c'est incarné dans la réalité du pénis dressé. Et ça, c'est très intéressant, parce que, comme j'ai dit, ça montre la différence dans l'appareil génital entre ce que représente le phallus, le pénis, et ce que représentent les testicules. Parce que les testicules, comme je vous l'ai dit, ça représente le pouvoir d'engendrer. C'est-à-dire que ça représente le pouvoir. C'est comme ça qu'on dit, t'as des couilles, elle a des couilles. Alors il y avait un Espagnol qui ne pouvait pas dire ça en espagnol. Une femme, ça le choquait vraiment de dire qu'elle avait des couilles. Alors elle disait, elle a des ovarios. C'est pour ça que les testicules sont le symbole du pouvoir et le pénis est le symbole du désir. Ça fait quand même une certaine différence. Et ça, c'est justement toutes ces différences qui sont en train de se perdre en ce moment. Et j'espère que ça ne se passera pas comme ça, et je vais arrêter là, mais j'ai un tout petit peu peur que les signifiants qui valent par la différenciation, etc., de chacun, hein, un signifiant n'existe que par rapport à un autre signifiant. Je représente le sujet, mais ça c'est le deuxième problème. Mais voilà, que la différence signifiante s'estompe pour le paraître et que le langage se codifie, que le langage devienne un peu un code, avec un code
un code comme le code de la route, le rouge, le machin, que le langage devienne un code, c'est-à-dire c'est le pouvoir du tyran de l'absolu. Et en ce moment, il y a quand même quelque chose qui est très dérangeant actuellement en Europe et aux États-Unis et dans l'Union européenne, c'est qu'on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Parce qu'on sera taxé de je sais pas quoi, d'homophobe, de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, on ne peut plus dire quelque chose sans choquer un groupe de gens. Voilà, on a plus, parce que on choquera, je sais pas quoi, moi, les juifs, les arabes, les transgenres, tout ce qu'on veut, chacun se réunit, à tel point d'ailleurs que il y a un truc très étonnant, avec en plus de ça une recherche de l'identité. Alors il y a une recherche de l'identité personnelle et une recherche de l'identité groupale. Par exemple, il y a une histoire au Canada parce que vous avez fait une pièce sur les premiers, je ne sais pas comment ça s'appelle au Canada français là, et c'était joué par des acteurs qui n'étaient pas les premiers habitants du Canada, qui s'appellent, je ne sais plus comment on les appelle, hein? Je ne sais pas, non, c'est comme, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et c'était pas ces gens-là qui avaient joué. Est-ce qu'ils avaient le droit? C'est-à-dire, est-ce qu'un acteur a le droit d'être acteur? Par exemple, est-ce qu'on peut jouer un juif? Quelqu'un pourrait-il jouer un juif s'il n'est pas juif, hein, se grimer en noir s'il n'est pas noir, etc. Il y a des gens qui se posent ces problèmes. Non mais c'est absolument dingue. C'est-à-dire, il y a en même temps une individualité forte, mais ce qui se paye par une perte d'identité qu'on recherche à tout prix. Voilà, j'arrêterai là. Merci Marc. C'est toujours plaisir à vous écouter. Voilà. Et j'aime beaucoup entendre toute cette richesse d'expérience que vous nous partagez. Voilà. Alors, est-ce que je suis tout à fait d'accord avec vous? Mais vous devez. Alors voilà. Non, mais justement, c'est très bien. Par rapport à cette histoire de, comment dire, perte de libido, baisse de sexualité, etc. Oui. Déjà, moi, il y a quelque chose qui me rassure, parce que j'entends souvent dire maintenant la psychanalyse, c'est un peu la fin, etc., etc. Il y a quand même quelque chose qui me rassure, c'est qu'on rêve toujours. Donc l'inconscient est toujours là, déjà. C'est important. Alors, par contre, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup moins de culpabilité aujourd'hui qu'avant. En même temps, au niveau, baisse de libido, la subjectivité qui disparaîtrait, etc., il y a quelque chose que je remarque dans les cures, c'est qu'avant, les patients venaient parce qu'ils avaient besoin de désinhiber une grande part de répression qui oppressait le désir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelque chose, la demande est un petit peu différente. Ils viennent réclamer du refoulement. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que tout est, je veux dire, le désir est anticipé, toujours très anticipé. Il y a cette jouissance, cette histoire capitaliste, on fait de l'objet, on fabrique de l'objet, on produit sans arrêt, et puis on remplace très vite un objet par un autre, etc. Et donc, ce qui fait que ça vient un peu asphyxier le désir. Et justement, c'est là où ça fonctionne toujours au niveau des invariants, il me semble, structuraux, de la structure, c'est que justement, les patients cherchent à bien trouver leur identité de sujet. Et ils viennent chercher le refoulement, justement, qui leur manque peut-être plus aujourd'hui qu'avant.
Enfin, je sais pas, hein, c'est à discuter. Hein, si je dis ça, ce sont des propositions, ce sont des observations aussi au niveau de la clinique et du travail analytique, donc des patients que je reçois beaucoup de patients, de jeunes adultes, je veux dire. Donc, voilà, j'ai ce retour-là. Voilà, donc l'idée de la perte de libido. Alors, qu'est-ce qui se passe entre hommes et femmes aujourd'hui? C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Ça, c'est vrai. Mais c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui est compliqué? C'est pas qu'il y a une perte de libido. Je dirais peut-être pas tout à fait ça comme ça, mais ça se discute, hein, bien sûr. Je dirais pas que c'est une perte de libido. Je dirais que les femmes, elles ont beaucoup plus elles se sont libérées sexuellement. Et là, elles y vont beaucoup plus facilement. Je veux dire, de ce côté-là, j'ai des patientes, elles sont même dans une espèce de donjuanisme, on va dire. Hein, ça, voilà, elles ont beaucoup moins, elles sont décomplexées, on va dire, de ce côté-là. Par contre, du côté masculin, effectivement, alors là, c'est un peu frileux, c'est devenu beaucoup plus frileux. C'est-à-dire que ça devient plus des aventures d'un soir que des rencontres qui vont durer. Je crois qu'il y a ça qui s'est un petit peu décalé, qui a un petit peu changé. Alors évidemment, elles sont déçues parce qu'il n'y a pas de lendemain. Et puis eux, ils ont du mal à y aller, tellement du mal à continuer une relation, qui se pose la question aujourd'hui beaucoup plus dans les thérapies, enfin dans les analyses, etc. Ils disent des hommes plutôt virils, qui aiment les femmes, etc., qui viennent dire « mais je me demande finalement si je ne suis pas homosexuel et si je n'ai pas refoulé mon homosexualité ». Il y a cette question-là qui sort aujourd'hui du côté des hommes, qui ne sortait pas avant. C'était évident que, voilà, il n'y avait pas... voilà, donc il y a des... Je pense qu'au niveau de la structure, il y a quand même l'invariant de l'interdit de l'inceste qui reste, qui est toujours là et qui demeure, parce que d'abord il n'y a pas plus d'inceste, je veux dire de pédophilie, hein, on va dire ça plutôt du genre pédophilie, il n'y a pas plus de pédophilie aujourd'hui qu'avant, je veux dire, on ne constate pas plus... Et au niveau de... C'est comme vous le disiez tout à l'heure, notre première structure, c'est quand même la structure, c'est l'hystérie. Et l'hystérie, quand même, le point fort de l'hystérie, c'est quand même toujours se mettre en état d'insatisfaction. Donc l'insatisfaction, c'est l'insatisfaction qui est au bout de la pulsion. Et au bout de la pulsion, hein, Freud le dit bien dans son texte sur le déclin du complexe d'Oedipe, au bout de la pulsion, elle reste toujours dans une impossibilité. C'est-à-dire que cet interdit de l'inceste, je ne pense pas qu'il soit d'un seul coup que ça chute. Je ne crois pas. Enfin, moi, ça, c'est à discuter. Hein, voilà, sont des propositions. Alors maintenant, effectivement, il y a des histoires au niveau du genre, du style le transgenre, par exemple. Alors le transgenre, c'est de plus en plus, évidemment, il y a la médecine qui répond à la demande. Vous avez un problème de genre, bon ben voilà, on va vous changer ça, etc. C'est sûr. Alors est-ce que ça, là c'est des questions que je me pose, parce que j'ai pas mal travaillé sur le transsexualisme, est-ce que c'est des questions que je me pose, c'est est-ce que est-ce que vraiment les sujets qui se font, qui changent de sexe, est-ce que vraiment l'identité psychique change aussi? Ça, c'est... Voilà. Il y a beaucoup... J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de suicides après, il y en a beaucoup qui en ont juste avant, etc. Hein, c'est une demande qui n'est pas du tout... qui est banalisée par la médecine qui offre, mais qui n'est pas forcément banalisée dans la tête du sujet. Hein. Je reprends encore par... Le problème que dans le judaïsme, parce que c'est quand même que je connais, c'est quand même que je connais le mieux le judaïsme. Et il y a le Talmud s'est posé, alors que c'était pas possible, il s'est posé la question. Comme il a proposé toutes les questions possibles, même celles qui n'étaient pas possibles de l'époque, du changement de sexe. Alors, la réponse talmudique, c'est
que c'est le pénis qui compte. Si une femme s'est fait mettre un pénis, par exemple, c'est ce qui compte. Et ça, c'est la réponse du Talmud. La réponse de la Kabbale lourianique, parce qu'en général, c'est celle-là, l'autre, c'est une Kabbale, disons, Abraham, qui remonterait au temps d'Abraham, c'est une Kabbale des lettres, comment le monde est formé de l'être, le corps, le machin, de l'être éthique, puisqu'en hébreu c'est la même chose. Et alors pour la Kabbale que les gens connaissent en général, c'est la Kabbale espagnole, la Kabbale lourianique, c'est en 1500, je sais pas quoi par là. Pour le Zohar, donc, ce qui compte, c'est l'âme. Et l'âme, elle peut être du genre féminin ou masculin, quoi que le corps est. Pour le Talmud, l'évidence, c'est corporel. Pour le Talmud, c'est on se fout des états d'âme de la personne. Pour la Kabbale, c'est le contraire. Donc, ce serait, ah ben moi je me sens une âme de femme, j'aimerais bien qu'on m'en enlève, etc. Ou de l'autre côté, c'est plus rare, mais j'aimerais bien m'en faire pousser, etc. Ben, c'est ça qui compte pour la Kabbale, c'est l'âme. Donc c'est comment la personne se sent, et c'est son âme, et peut-être que c'était comme ça qu'elle était, et qu'elle s'est... Parce qu'il y a des problèmes de Gilgul, peut-être, ils ont pris ça aux Grecs et surtout aux Hindous, la migration des âmes, de la transformation, et qu'avant c'était comme ça, et voilà, et que c'est une réincarnation, etc. Mais ça, c'est repris de l'influence hindouiste et en passant par les Grecs, qui est reprise dans la Kabbale. Mais pour le Talmud, c'est la possession du pénis qui compte. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si vous avez compris ce que c'est quand je parle de l'inconscient, hein, parce que j'ai remarqué que les gens ont vraiment du mal à comprendre. L'inconscient, c'est pas le préconscient, l'inconscient, c'est inconscient, c'est ce dont on n'a pas idée. Hein, c'est pour ça qu'on pourrait dire quelque part que le réel, c'est aussi l'inconscient. C'est ce dont on n'a pas idée, et on ne peut entrevoir ses effets. Les effets comme de l'influence psychique que ça a en tant que modalité, on peut que les apercevoir, ce que je vous dis, par les passions, parce que l'autre nous fait, ou qu'on arrive, ou ce qui se révèle dans les actes manqués, ou dans les dérapages, ou dans les trucs comme ça. C'est là où c'est pour ça que l'acte manqué est un acte réussi, parce que c'est là où le sujet est pleinement lui, quelque part, et pas masqué. Et en ce moment, moi, je trouve qu'on est justement qu'il y a une revendication d'être vraiment ce qu'on veut, etc., mais que le sujet est de plus en plus masqué, de plus en plus dans le paraître, justement. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, je trouve, entre le paraître et l'être. Je ne sais même plus si, maintenant, les petits enfants, moi, à mon époque, quand j'étais analyste il y a très longtemps, je suis toujours, mais quand j'étais il y a très longtemps, ce qui comptait, c'était d'avoir les Nike, les jeans de telle marque, etc. Je ne sais même pas si ça compte actuellement. Et alors, pour revenir, effectivement, ce qui a changé,
c'est une libération, il y a une libération des femmes. Mais je crois que quand vous dites après les hommes, c'est-à-dire que les hommes sont bien plus occupés avant, sont bien plus préoccupés qu'avant à satisfaire les femmes. Et satisfaire les femmes, ça pose une question, c'est-à-dire qu'on devient, comme les femmes, objet de l'autre. Il faut la satisfaire. Et l'homme a horreur de la position d'objet. C'est pour ça que moi je dis que les hommes draguent pour pas être dragués. Parce que là, ils sont objets de désir. Et ça leur plaît pas, c'est pour ça que je parlais ça leur plaît pas tellement d'être objet de désir. J'ai vu plein d'hommes dans les analyses, leur amant, leur ah j'aime ton sexe, etc. Mais ça leur plaisait pas tant que ça, hein, pas du tout même. Ils étaient objectifs, ça leur plaisait pas. Alors, c'est pas comme dans le film là, les femmes. Est-ce que tu aimes mes seins? Est-ce que tu aimes dans Godard là, je me rappelle plus. Masculin, féminin. Avec Brigitte Bardot. C'est le mépris alors. C'est le mépris. Hein? C'est le mépris. Le mépris, oui, ça doit être ça. Justement, être objet de désir, pour un homme, c'est pas très assumable. Et c'est pour ça que il y a une libération des femmes, et bien ça embête les hommes parce qu'ils deviennent, eux, objets de désir. Ils sont à cette place-là d'objet de désir. Ils n'aiment pas tellement. Et en plus de ça, maintenant, ce que j'ai remarqué avant, il y a très longtemps, il y avait que, dans les années, disons 70, dans les années 70, j'ai eu 2-3 femmes qui m'ont parlé de la taille du pénis des hommes, et que il y en a une qui préférait, alors elle était embêtée parce qu'elle préférait un plic à je sais plus, je me rappelle plus qui, parce qu'il avait un gros pénis, etc. Elle me disait ça, toute rougissante, toute très embêtée, etc. Maintenant, actuellement, les femmes parlent de ça, que c'est nécessaire, que ça les satisfait plus. Elles parlent de ça très librement. Et ça, c'est drôlement... C'est un changement. Parce que la phrase que je cite dans mon livre, là, pourquoi les femmes baissent les yeux, c'est pour voir si on les aime ou si on les désire. Maintenant, ça serait plutôt pour constater de quoi le désir de l'autre est fait. C'est plus la même chose. Et ça, je trouve que c'est un changement. Je dois parler au cercle freudien, justement, des changements chez les femmes. Et ça, je trouve que c'est un drôle de changement. Les femmes ont toujours plus parlé dans l'analyse de ce que ça leur faisait, le rapport sexuel, etc. Les hommes, ils disaient, oui, j'ai eu machine, mais ils ne parlaient pas de ce que ça leur faisait à eux. Tandis que les femmes ont toujours parlé, mais là, disons, ont toujours plus parlé de ça, mais là, elles rentrent dans le vif du sujet, si je peux dire. C'est-à-dire, elles parlent du pénis de l'homme. Alors qu'avant, elles parlaient de ce que ça leur faisait, mais pas de l'objet pénien. Et maintenant, oui. Et ça, c'est un changement que j'ai vu depuis seulement 10 ans se faire. Avant, j'avais jamais entendu ça. Je vous dis, sauf qu'il y a très très longtemps, il y a eu 2 femmes, mais qui étaient vraiment... Il y en a une, elle a mis, je ne sais pas combien... Elle a arrêté, après m'avoir... Celle qui m'avait avoué qu'entre un plic et je ne sais pas quoi, alors à sa grande honte, elle préférait le plic à cause de la taille de son sexe. Elle est revenue que 3 mois après, tellement elle était honteuse. Maintenant, elle dirait ça, puis elle reviendrait tout de suite.
Voilà, ça, je trouve que c'est un sacré changement dans, dans, dans la façon d'être une, d'être une femme. C'est ça que je dirais. Mais ça n'empêche, voilà, pour moi, ça n'empêche pas tout le reste. C'est-à-dire que même les femmes se, c'est pas de la timidité des hommes dont elles se plaignent actuellement. C'est du manque de désir de l'homme. Et c'est pas le désir de faire couple. Parce que alors, il y a peut-être une peur de faire couple et de s'engager, etc. Mais par contre, juste, c'est très important ce que vous avez dit, parce que justement, je crois qu'il y a quelque chose de la notion de couple, du couple, qui est toujours là quelque part. C'est-à-dire, toujours des gens connaissent des gens qui sont en couple depuis une éternité, etc. Il y en a au moins un qui prouve que ça, ils considèrent, et si jamais ces gens se séparent, voilà, ils sont très déçus parce que ce au moins un qui leur prouvait que c'était, ça n'existe plus. C'est-à-dire que la notion de couple est toujours dans l'idéal. Je crois que la notion de couple, il doit y avoir quelque chose dans l'inconscient même, dans je ne sais pas si il y a quelque chose qui est inscrit, comme on dit que la lettre s'inscrit ou je ne sais pas quoi, ou que il y a quelque chose d'inscrit de la notion de couple, je pense, dans l'inconscient. Je ne pourrais pas vraiment en dire plus parce que je travaille plus ce sujet et des fois je le sais, mais je le sais comme ça. Je sais même que c'est juste ce que je dis, mais après pour le prouver, c'est comme je disais, j'ai déjà dit dans une autre. Il y a très très longtemps, je sais pas quoi, j'avais 20 ans, oui, je disais l'homme bande pour le trou du père, là où le père fait trou. Mais pour comprendre ce que j'ai dit, pour pouvoir en rendre compte vraiment, c'est que ces dernières années que j'ai su ce que je disais. Mais je savais que j'avais raison, par contre. Ça faisait effet de vérité. Mais je ne pouvais rien en dire. Et bien là, je dis, c'est pareil pour la notion de couple. Je dis que le couple, il y a quelque chose de la notion de couple qui est inscrit dans l'inconscient. Qu'on fasse ce qu'on veut, qu'on ait des partenaires multiples, qu'on fasse ce qu'on veut, il y a la notion de couple qui reste intacte. Et qui est toujours quelque part en idéal, quelque part. Même si on dit je revendique, gna 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 gna, il y a toujours ça qui reste. Il y a quelque chose du faire couple, voilà, c'est plutôt ça d'ailleurs, que de la notion du faire couple qui est inscrit dans l'inconscient. C'est ce que je subodore, voilà.